Ok, bon, on va démarrer le slot. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement la démarche. En gros, on va vous présenter les concepts d'event sourcing et de CQRS, mais le principe c'est par du code. Donc, vous allez voir beaucoup de code écrire à l'écran. Donc, vrai gros disclaimer, attention, c'est un live coding. Donc je commence par me présenter. Donc moi je m'appelle Sébastien Lemerdy. Donc ça c'est mon nom de famille, c'est le même que celui qui est à côté parce que c'est mon frère jumeau. Je travaille pour la société Xebia. Je suis chez Xebia depuis 4 ans environ. Je suis développeur, traditionnellement en Java, mais je suis ouvert à tout langage et toute techno. C'est pas très grave. La technologie c'est pas très important en fait. Bref, on en parlera à la fin. Et donc je passe le relais à Eric. Ouais, moi je suis son frère jumeau Eric, je travaille chez Valtech, donc en fait on est un peu concurrents, mais c'est pas grave, on le vit très bien. Et en fait voilà, moi aussi je suis développeur, je suis en ce moment tech lead, on fait un produit pour l'Argus de la presse, on s'amuse bien, voilà. Donc c'est parti. Donc soyez pas étonnés, en fait on va alterner, mais on n'a pas les mêmes couleurs de t-shirt, puis en même temps c'est pas très grave si vous nous confondez. Donc qu'est-ce qu'on va faire là pendant 50 minutes? Donc on va parler d'event sourcing. Nous ce qu'on veut c'est vous montrer comment est-ce que ça se code. On va pas utiliser de gros framework, on va juste le coder ensemble. Il y a déjà des choses qui sont faites, on va pas partir de zéro quand même. Mais en fait ce qu'on veut voir c'est comment avec une stratégie d'event sourcing on peut commencer à voir émerger naturellement les événements du système. Ça c'est important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut attendre du composant principal d'event sourcing, qui s'appelle l'event store. Donc on va manipuler cet event store, on va implémenter un petit peu des choses qui vont à l'intérieur. Deuxième partie, c'est CQRS. Donc pourquoi c'est important en fait de découper son système dans une partie qui fait des commandes et dans une partie qui fait des queries. C'est ça en fait CQRS, d'accord? Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait ça, toujours avec le même exemple qu'on va suivre. Et puis, pourquoi est-ce que souvent on couple en fait event sourcing et CQRS. Qui a déjà entendu parler d'event sourcing et CQRS? D'accord. Et puis, la troisième partie, en fait, on va voir comment est-ce qu'on fait des stratégies de rejeu. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut rejouer le passé. Ça, c'est peut-être un des bénéfices importants de event sourcing. Et quels sont pourquoi est-ce qu'en fait on aurait intérêt à rejouer le passé? Parce que le passé, c'est passé. C'est plus intéressant. Donc dans notre cas d'étude, en fait, je ne sais pas si vous connaissez les katas de refactoring, mais en fait, tous les ans, il y a des gens qui se réunissent, ils font des katas. Et puis, C'est à moi. C'est à toi, vas-y. Il m'a volé la parole, c'est pas grave. Ouais, donc comme Eric vient de vous le dire, les katas de refactoring, c'est juste du code vraiment pas beau. Et le but, voilà, pour les développeurs, c'est d'apprendre à réécrire ce code en mieux, en plus joli, en plus compréhensible. Donc Eric va commencer à vous montrer un exemple de code vraiment pas très très joli. Donc ça tient pas à l'écran, il est obligé de scroller déjà. Et c'est vraiment pas joli du tout, c'est pas notre code à nous, c'est juste le kata qui est comme ça, et ça va être la base de notre travail en fait. Là, pendant l'heure, on va s'amuser à faire de l'event sourcing et du CQRS sur ce code super moche que vous voyez à l'écran. Donc j'espère que vous allez rester quand même, vous inquiétez pas. Il y a des sacs à vomi devant vous. Donc voilà, en fait, on rentre pas dans les détails pour l'instant, mais sachez que il y a beaucoup de boulot sur cette base de code. Ça s'appelle Trivia. C'est sur GitHub. Si vous voulez vous amuser à faire le kata, c'est un très très bon exercice. Donc rapidement, les principes du jeu là, fonctionnellement, en gros, c'est une sorte de Trivial Pursuit, un jeu de questions-réponses avec des joueurs. Donc les forces en présence, on parle de joueurs, on parle de questions. Ces questions, elles ont des catégories. On a un plateau de jeu avec des cases, d'accord. On a un dé, on lance le dé au fur et à mesure de la partie. On a un maître du jeu qui tire les questions et qui déclare que les joueurs ont bien répondu ou pas à la question. Et puis aussi on a une prison, quoi. Dans ce jeu il y a une prison qui avec des règles particulières. Bref. La boîte de penalty, c'est ça? C'est ça. Donc Eric, si tu montres le Game Runner, alors Game Runner c'est une autre classe en fait qui permet de lancer le jeu vraiment. Et sur le kata, on voit que voilà, au départ on ajoute 3 joueurs, on commence une boucle infinie, là c'est un jeu, et donc on lance le dé et puis on a une chance sur n de bien répondre à la question, etc. Donc ça c'est l'usage à l'extérieur de notre classe Game. Voilà, donc pareil, on touchera pas trop au Game Runner, hein, vous inquiétez pas.
Donc on va commencer ensemble le kata, et donc nous en fait on est des pratiquants du TDD, et c'est pour ça que on va commencer par écrire des tests pour savoir comment ça se comporte. Alors là normalement vous vous dites mais en fait je me suis complètement trompé de salle et je suis pas du tout là pour voir ça, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, soyez un petit peu patient. On vous confirme, hein, c'est bien Secure Event Sourcing ici. Donc du coup Eric, tu vas me laisser clavier. Parce que moi j'ai envie de taper. Tu veux me taper ou taper? Non, je vais taper sur le clavier. Donc en fait, moi je te demande d'aller dans le game test. En plus, je viens de le faire. Donc en fait, ce jeu-là, on a vu qu'il y avait des joueurs. Donc en fait, la première exigence qu'on va demander dans ce jeu-là, c'est d'ajouter des joueurs. Donc en fait, on va dire que la première exigence, c'est de vouloir ajouter un joueur. Donc voilà, première exigence, on l'écrit dans le nom de la méthode. On a envie d'ajouter un joueur, donc là on va créer un nouveau jeu, voilà, avec l'import qui va bien. Bon, je vais faire un peu commentateur sportif sur le code. Donc Sébastien est en train de créer un jeu, et en fait on veut ajouter un joueur, donc en mon honneur il l'appelle Eric. Je suis très flatté. Donc là, la question c'est comment on teste que tout ça, ça marche bien en fait, et que finalement dans le jeu, on a bien ajouté le bon joueur. Donc feedback. Donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On voit qu'il y a un booléen. Donc ça peut être intéressant de vérifier qu'il est vrai. Et puis nous, on le sait parce qu'on a mieux regardé un petit peu le jeu. Mais il y a une méthode qui s'appelle how many players. Et donc là, du coup, on va essayer de voir si ce serait pas égal à 1. Donc est-ce que tu peux lancer ce test-là? Donc c'est des tests de couverture, donc ils vont pas vraiment échouer normalement. Voilà, c'est vert. Donc ça pour l'instant c'est assez rassurant. Après, qu'est-ce qu'on remarque en fait? Je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais en fait dans la console, ça c'est la console d'IntelliJ, il y a des choses qui se sont affichées. Et ça c'est pas nous, c'est pas le test qu'il a écrit. Ça veut dire que le système lui-même, il écrit dans la sortie standard. Et finalement, nous on va dire que c'est plutôt ces événements-là qu'on va essayer de capturer. D'accord ? On parlait d'événements du système, event sourcing. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire confiance à le boolean true ou alors le how many player. Je sais pas, vous n'avez pas vu le code, vous ne savez pas en fait que ça ne marche pas en fait. Donc, on va plutôt faire confiance au log qui passe. Ouais, mais comment je fais pour récupérer ces informations, Eric? Alors, on a dit tout à l'heure event store. Donc en fait, on va essayer de capturer ces événements-là et le mettre dans un référentiel qui s'appelle event store. Donc l'event store, on a déjà un embryon de cette classe-là. Donc moi, je te propose de faire comme si tu avais un event store, faire comme si on avait déjà capturé les événements, et puis là, on va commencer à modéliser les événements qui passent. Donc comment est-ce qu'on fait pour modéliser en Java? On crée un objet. Donc Sébastien, il est en train de créer 2 objets là, qui vont représenter ces événements qu'on a vus là en chaîne de caractères. Donc il crée une classe event player was added avec un nom. Ça n'existe pas, on l'a créé. Donc quand même, on va faire des choses ensemble avec vous. Donc ça prend une chaîne de caractères. Ouais, et en fait, du coup, c'est un événement. Alors, je ne sais pas si qui ne connaît pas Lombok, Project Lombok. Donc 2 mots sur ce projet. Donc ça vous permet de faire de la génération de code par annotation. Donc ça évite les verbosités de Java, de faire des getters-setters, ce genre de choses. Donc Sébastien, là vous avez vu, il a posé la notation value. Donc ça fait des value objects en fait. Donc il a juste à mettre une propriété et on a les quotes, les hashcodes, les toString. Tu l'as pas encore fait. Si tu l'as fait sur l'autre classe. Voilà. Donc il fait la même chose sur l'autre événement. Du coup, il se permet de supprimer complètement la méthode qui était demandée par le test. Il a juste à ajouter la propriété. Alors vous inquiétez pas, elle va passer privée. Lombok, il la transforme en privé quand on fait du value object. J'ai perdu ma navigation. Donc là, tu reviens sur le test. Voilà. Alors juste sur tu peux parler simplement de la classe de taille. En effet, donc on a dit, en fait, on va se mettre une annotation pour flaguer nos événements. Ça va être les événements du système. On aurait pu les appeler game event puisque c'est des game events. Et là, en fait, on va avoir que des événements. On va une seule interface de tagging. Donc on les flag en fait nos bins pour être sûr que ce soit des événements. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à injecter l'event store. Donc on vous a déjà fait le code de l'event store et on a dit que c'était une JUnit rule.
qui ne connaît pas les JUnit rules. Donc c'est simplement une classe qui est invoquée par JUnit et qui permet de se brancher sur des comportements avant les tests et après les tests. Ok, donc là en fait j'ai encore une erreur de compilation. Qu'est-ce qui se passe? Il attend une fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui retourne un événement. Voilà, parce qu'en fait c'est pas magique. Là on a vu qu'on a des chaînes de caractères et en sortie il faut des objets. Nous on va asserter des objets. Donc là, du coup, c'est à nous d'écrire le mapping entre une chaîne de caractères qui sera capturée sur la sortie standard et l'objet en question. Donc ça nous donne l'occasion de développer un nouvel événement qui par défaut en fait s'appelle le unknown event. Parce qu'en fait la sortie console elle va tracer beaucoup de choses et par défaut nous on va dire bah tiens l'événement que tu m'as envoyé je le connais pas. Donc même mouvement que tout à l'heure, c'est un événement. On va lui dire que c'est un value object, il va capturer la sortie standard et il va rien en faire. Donc avant, on faisait des objets en Java pour faire des classes, etc. Là, on se rend compte qu'on est en train de mapper nos événements avec des objets. Donc on va bénéficier de tout le typage, etc. Donc là, ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas lancé les tests, donc ça va, je suis rassuré, j'ai lancé les tests. Par contre, ils passent plus là. Qu'est-ce qui se passe? En gros, je m'attendais à avoir un player was added et un player's count à la sortie de mon event store. Puis je me retrouve à avoir 2 unknown events. En fait, c'est plus ou moins le comportement attendu. Voilà, très bien. Donc en fait, il faut simplement matcher la sortie standard pour pouvoir créer le bon événement. Donc on est en train de dire, ok, si tu reçois Eric was added, tu vas créer un player was added. Donc on a des petits raccourcis pour ça. Les seuls petits raccourcis de code. Donc là, on part sur une implémentation à base d'expressions régulières pour capturer la sortie standard et pour générer l'objet. Cool. Ça compile pas. Tu as inséré un 9 là. Il n'y a pas de constructeur sur unknown event. En fait, c'est le plugin Lombok qui parfois perd un petit peu les pédales. Vous inquiétez pas, le constructeur y est. Et donc en fait là, on a fait passer le test. Rebuild. Voilà. On a fait passer le test grâce au fait que on a parsé correctement les sorties de la console et on en a créé des vrais événements au sens Java, une classe Java, donc un type, donc quelque chose d'immuable et de comparable avec ce qu'on peut attendre dans un test par exemple. Ok. Alors en image ça donne quoi là? Pardon. Comment? Montre l'image 2 s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi. En fait, on a quelques petites images parce que du code, ça pique un peu les yeux. Donc ici, on a bien notre game runner qui lance le game. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça génère des logs. Donc nous, ce qu'on a fait en plus avec vous, c'est simplement invoquer le game, non plus avec le game runner, mais avec le game test. Ça génère toujours des logs. Et ça, par contre, on a écrit avec vous le fait que ça se transforme en événement. Et c'est récupéré dans l'event store, et les assertions, on les fait plus sur notre système, avec des méthodes pour lesquelles on n'a pas confiance, mais on les fait dans l'event store. Donc on a vu la première fonctionnalité de l'event store, c'est juste de récupérer tous les événements, de les typer, de savoir ce qu'on manipule, et ensuite de pouvoir les réinjecter dans un autre système. On va voir d'autres propriétés de l'event store, et donc on va introduire ces fonctionnalités par des tests. Donc là, je suis en train de faire mon kata. J'ai envie de découvrir les autres fonctionnalités de add player. Et donc, tiens, je me dis comment mon système réagit quand je rajoute 2 joueurs en fait. Donc le premier état dans lequel ce test va se situer, c'est d'avoir un game avec un joueur. Donc le truc qu'on a testé juste avant. Et ensuite, en fait, on va essayer de rajouter un deuxième joueur. Donc Eric est en train de faire exactement ça. Sur les assertions de résultats, finalement, nous, on va juste se baser sur les résultats de l'event store. On s'en fiche des retours, etc. Bon, en réalité, tu pourras virer les 2 lignes qu'il y a au-dessus, Eric. Donc, en fait, il m'ajoute en tant que deuxième joueur. Et donc, qu'est-ce qu'on veut asserter là? Enfin, pour être focalisé sur le when de notre test, finalement, on voudrait simplement on voudrait simplement dire que Sébastien a bien été ajouté et en plus le nouveau count c'est 2.
Donc là, c'est ce qu'Eric est en train de jouer, en train d'exécuter. Mais par contre, ça fonctionne pas, et donc c'est normal, parce qu'en gros, si on étudie la sortie de ce test, on s'aperçoit qu'il y a trop d'événements. En fait, on a vu qu'un add, ça crée 2 événements en sortie du système, player was added et player count. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse pas la même chose quand on appelle 2 fois add. Mais moi, ça me gêne pour la lisibilité de mon assertion de mon test. Donc en fait, ce qu'on peut introduire, c'est simplement une fonctionnalité de l'EventStore qui s'appelle le reset ou le start. En gros, on décide à quel moment on va vraiment commencer à enregistrer les événements. Donc c'est ce qu'Eric est en train de faire. La méthode, on va aller voir comment elle est écrite parce que c'est une implémentation naïve et c'est juste pour vous démystifier ce que ça fait derrière. Tac, tac. Alors là, le fait que ça fonctionne pas, c'est assez intéressant. Donc, c'est les accents. Ah oui, en fait, faut pas utiliser d'accent sous Linux, en fait, apparemment. Je sais pas, UTF-8, ça fait quand même des années que c'est là, mais on a. Voilà, on va simplifier la vie avec un ASCII, mon répertoire qui est pas bon. Un ASCII des années 70. Donc là, en fait, voilà, simplement start. Eric va dans l'implémentation. L'EventStore, il est tout bidon, hein, il stocke en mémoire, il réalise rien du tout, etc. Mais simplement, quand on start l'EventStore, en fait, il oublie tous les événements qu'il aura déjà écrits enfin pas écrits, mais récupérés dans sa mémoire. Voilà. Donc on va vous présenter une nouvelle fonctionnalité de l'EventStore. Eric. Donc maintenant, en fait, on voudrait s'interroger comment réagit le jeu si on ajoute 2 fois, enfin, un joueur avec un nom qui a déjà été ajouté. Pardon, game. Je te laisse dans un état. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est que tu ajoutes des joueurs qui ont le même nom. Pas de problème. Et donc là, comme on fait du test, en fait, le test, on a envie qu'il teste qu'une seule chose. On a déjà testé qu'il y avait player was added, on a déjà testé que le count était OK, d'accord ? Donc quand on ajoute deux players avec le même nom, on n'a pas envie de retester la même chose. C'était quoi ça ? Oui. Pardon. En fait, donc là, j'ai juste envie de dire, finalement, j'ai bien appelé player was added 2 fois de suite. Voilà. Et le count, là, il est déjà testé au-dessus. Donc il ne faut pas perturber en fait l'intention de ce test. En ajoutant une assertion qui n'a rien à voir ou surtout qui a déjà été testée plus haut. Donc, finalement, la fonctionnalité qu'on veut sur l'EventStore, encore une nouvelle fonctionnalité. La fonctionnalité qu'on veut, c'est filtrer les événements. D'accord ? Donc, on va configurer notre EventStore pour être intéressé seulement à un certain type d'événement. Et là, alors comment ça se fait ça ? Là on a de la chance, sur la récupération des événements on a deux signatures, dont une qui prend un type d'événement en paramètre. Donc ça nous intéresse bien. Donc un EventStore, il enregistre ses événements, il démarre quand on le veut, et il permet de filtrer la liste d'événements. Cool, ça passe. Allez, une dernière. Donc en fait là, ce que je vois là dans la sortie console, c'est quand même pas mal de logs qui nous embrouillent, notamment quand on est en train d'exécuter toute notre panoplie de tests. Moi je trouve ça vraiment embêtant d'avoir toutes ces sorties, etc. C'est de la pollution visuelle et c'est important de pas se faire polluer l'esprit. Donc j'aurais envie en fait qu'on puisse muter l'EventStore, en fait qu'il arrête de dumper des choses dans la console. Et donc, tiens Eric, cette nouvelle fonctionnalité, ça pourrait te dire de rentrer l'EventStore en mode debug. Ah. C'est l'effet démo sur un live coding. Donc ça, c'est pas donc cette méthode, voilà, elle n'existe pas. Il va falloir l'implémenter. Ça va nous permettre de rentrer un petit peu plus dans l'implémentation de l'EventStore qu'on vous a plus ou moins caché pour l'instant, mais qui va nous permettre de faire ce qu'on veut en fait. Donc là, Eric, il est pas très focalisé, mais il va remonter la méthode debug peut-être en haut de l'implème de l'EventStore et on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'il a comme field cet EventStore ? En fait on voit qu'il a une console. C'est intéressant parce qu'en fait il se rappelle du system.out qui va remplacer pour récupérer la sortie standard. Et après il a sa liste d'events. Celle-là on l'a vu tout à l'heure, celle-là qu'on clearait quand on faisait un start. Mais également il a
de processor. Donc ça c'est un mot un peu vulgaire pour dire juste c'est quelque chose qui va récupérer les éléments avant d'être parsés, et puis il va récupérer les éléments aussi une fois qu'ils ont été parsés. Donc on a 2 préprocesseurs là ici qui font des choses au constructeur. Et ce qui fait c'est simplement dire bah moi ces préprocesseurs post-processeurs je les installe dans l'event store seulement si je suis en mode debug, sinon en fait je fais rien avec. Et donc là ce qu'on observe c'est que de tous les sorties standards qu'on avait tout à l'heure, on a plus que celles qui concernent notre test. Si Eric qui vire carrément l'appel à debug sur celui-là, en fait on aura des tests qui ne dumperont plus rien. Donc là c'est simplement pour vous. Ouais, tu peux l'enlever si tu veux pour voir que la sortie de. Ah, dans l'implem. Non, là. Si je l'enlève, ça va continuer à loguer. Ça loguera plus. Donc en fait, ça c'est plus pour vous dire les préprocesseurs, post-processeurs, c'est intéressant. C'est des choses qu'on peut plugger au milieu de notre event store pour faire des choses transverses, quoi, loguer, genre de choses. Voilà. Donc on a pas mal balayé un petit peu les fonctionnalités intéressantes de l'event store. Mais par contre on va s'arrêter là parce que notre temps est compté. Donc au final c'est quoi l'event store? Finalement c'est vraiment la base de l'event sourcing. Quand on fait de l'event store dans l'event sourcing, on a besoin d'une base de données qui enregistre les événements. Et en résumé c'est un système de persistance des événements. Ces événements sont immuables. Ça c'est des propriétés intéressantes quand on veut choisir notre base de données qui va stocker les événements. Et ils sont également chronologiques dans le temps. Alors sur la chronologie ça se discute, on peut avoir différentes approches de la chronologie, soit vraiment de manière temporelle, soit simplement de relation de cause à effet un événement, et là parce qu'il a été causé par un autre événement. Donc on a fini la première partie sur l'event sourcing, et on va passer à quelque chose qui se marie relativement bien avec l'event sourcing, qui est le CQRS. Je laisse la parole à mon frère. Merci Frangin. Donc effectivement, vous avez promis de parler de CQRS. Et en fait, nous, ce qu'on va, comme toujours, on suit la même approche. En fait, on a envie de vous faire découvrir les concepts par le code. Donc là, normalement, j'ai déjà nettoyé l'environnement. J'ai fait un git boom. C'est un alias assez intéressant. Et il te reste à recompiler le projet. Donc la deuxième partie de la présentation, c'est QRS. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. J'en ai parlé tout à l'heure. D'un côté, on fait les commandes qu'on a fait en écriture, et de l'autre, on fait les queries qu'on a fait en lecture. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de séparer un petit peu dans ce game-là, qui est notre boîte noire. On va essayer de séparer les choses qui ont un accès lecture, un autre qui a un accès écriture. Donc pour ça, comment on fait en Java? On crée un objet, comme d'habitude. Donc en fait, c'est plutôt une interface qu'on va faire. Et on va dire que notre jeu, il va implémenter une commande, une interface de commande et une interface de query. Donc ce sont des interfaces qu'on va créer ensemble, puisqu'en fait on va séparer les méthodes publiques en écriture et les autres en lecture. Donc Sébastien est en train de faire implémenter à notre boîte noire les deux interfaces dans un package prévu à cet effet. Et donc le but maintenant, ça va être de remonter les méthodes publiques et de les ranger soit dans le côté commande, soit dans le côté query. Facile, non? C'est quoi le contrat de Expandall? Collapse. Ouais, collapse. Ok. Non, tu veux faire quoi? Collapser all. Pour collapser quoi? Ah oui, pour voir que les contrats. Ouais. Je sais pas si c'est possible en mode plein écran. Ok, c'est peut-être. Donc on va faire 100. De toute façon, c'est voilà. Donc là, ce qu'on veut, c'est faire un refactoring pour faire un pull-up. Donc sur une méthode publique, là, la première, par exemple. On va dire que ça override quelque chose, donc ça override rien pour l'instant. Et donc là, on va faire pull member up. Du coup, on se retrouve avec une vue dans IntelliJ où on va pouvoir cocher celles qui sont des commandes, celles qui sont des queries. Donc d'après vous, alors là, on va essayer de faire le tri un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui est de l'ordre du commande et qu'est-ce qui est de l'ordre de query? Donc create, commande. Voilà. Tu es en train d'extraire commande ou query? Commande, d'accord. Is playable, query. Add, commande. How many players? Query. Role. Commande. Parfait. Après, c'est du privé. Was correctly answered. Piège. En fait, tout à l'heure, on a vu dans le maître du jeu, il est dans Game Runner. En fait, c'est lui qui décide si le gars il a bon ou s'il a pas bon. Du coup, ça change l'état. C'est de l'ordre de la commande. C'était le petit piège de trivia. Et là, Sébastien, donc, il fait l'inverse. Il essaye toutes celles qui n'ont pas déjà d'override, il les prend et les met dans query. Ça n'empêche pas de se poser la question. Mais... Voilà, on peut vérifier. Donc là, ça y est, on a un système qui fait du CQRS. C'est quand même sympa.
C'est peut-être pas si magique que ça, hein, juste. Donc encore un petit schéma pour vous aider à représenter parce qu'on nous a dit que trop de code ça piquait les yeux. Donc voilà, le game, il peut se faire attaquer par deux côtés, le côté commande et le côté query. Donc maintenant on va regarder un petit peu. Donc vous avez eu l'intuition de comment on ségrègue finalement les fonctionnalités en commande en queries. Maintenant on va vraiment aller un peu dans le détail, même parfois un peu aussi dans l'implème, pour se poser les bonnes questions. Donc l'interface commande, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Déjà les commandes sont pas toutes void. Logiquement un système pur CQRS, c'est du fire and forget. On envoie la commande au système et on s'abonne aux événements éventuellement si on est intéressé. Bon, après, enfin, c'est pas un principe absolu, mais finalement, il n'y a vraiment pas un intérêt important que ce soit bloquant. Donc, ça nécessiterait, si on avait du temps et la volonté de bouger le code tout pourri qu'on a vu au tout début, de changer ça. D'accord? C'est pas ce qu'on va faire actuellement. Enfin, c'est pas ce qu'on va faire. Un exemple tout bête, c'est par exemple le add qu'on avait commencé à tester tout à l'heure. On a vu qu'il retournait un booléen. C'est ça qui nous disait ouais, c'est bon, tout s'est bien passé. Regardez un petit peu l'implémentation what the fuck qu'on a là. Ça retourne toujours true. Donc finalement, mon assertion assert that result is equal to true, bah ça passe toujours, mais pour les mauvaises raisons. Voilà pourquoi c'est pas super intéressant d'avoir des types de retour sur les commandes. Donc voilà, et donc qu'est-ce qui caractérise une commande globalement? Bah, c'est un effet de bord sur le système. C'est je fais cette action et puis je me fiche du résultat attendu. En tout cas pas quand on passe la commande. Eric fait le refacto là, il est à fond, il le fait vraiment, il touche au code même pas testé. Alors pour le coup on a avancé dans les branches et on l'a testé vraiment, donc si on casse quelque chose on le saura. Maintenant les queries, on va focaliser sur les queries. Les queries, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un moyen pour nous d'interroger le système, d'accord? Donc là elles sont vides. Tu l'as pas fait? Je les ai mis dans commande et il y en a qui suivent, hein, c'est pas mal. Ok, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup aussi en fait, effectivement. Bah vas-y, bouge-les à la main, en fait, ça ira plus vite un copier-coller. Si tu vas dans commands. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, petit loupé. Donc, on avait dit que les queries étaient, non, pas forcément. Tu avais isPlayable et how many players. On devrait vraiment le savoir par cœur en fait cette chose. Non, mais c'était pour savoir si vous suiviez, donc c'est vraiment pas mal. Donc commande finalement queries c'est bien ces deux-là, on est d'accord. Et donc on va s'interroger sur l'usage de ces fonctions. Donc isPlayable, alors Eric a fait les usages, la hiérarchie d'appel de isPlayable, on s'aperçoit quoi? Bah en fait que c'est appelé que dans les tests. On a fait des tests de couverture, on a profité du fait qu'elle était publique cette méthode, mais finalement elle est privée. D'accord? Donc on pourrait complètement la dégager des queries. D'accord? C'est une queries pour les tests, c'est pas une vraie queries. La seconde, how many players. Si tu regardes les usages de... Ouais, fais-le pas. Je sais pas. Non. Faut qu'on avance. How many players. Tac, tac. Ouais, si tu aurais pu faire ça, ok, bon. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur how many players? En fait, là, elle est appelée seulement par game. Donc c'est quoi? En fait, c'est du code privé aussi. D'accord? C'est appelé que par la classe en elle-même et par personne d'autre à l'extérieur. Si ça avait été appelé par GameRunner, là j'aurais eu un comportement différent. Donc pareil, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que cette méthode cette query là n'est utilisée qu'en interne, donc c'est pas une vraie query au sens CQRS. J'arrive pas à déliter ça. Donc voilà, on a une petite image pour vous illustrer la conséquence de ce qu'on vient de constater, c'est que finalement notre game là, notre classe toute pourrite, c'est une implémentation du circuit d'écriture au sens CQRS. Donc tous les messages qu'on va les méthodes sur lesquelles on va l'appeler, ça va être pour changer son état interne. En tout cas toutes les méthodes publiques. Et il n'y a pas de queries en fait dans ce jeu. Donc il n'y a pas de queries et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre jeu, en fait, il a vachement de succès. Il y a plein de gens qui veulent voir où ça en est. En fait, il y a des joueurs super connus qui le font. Donc en fait, nous, on veut faire le Twitch du Trivial Pursuit. Donc en fait, on va avoir très peu de joueurs. Hein. Je crois que c'est 6 joueurs maximum, je crois, dans le Trivia. Et il va y avoir énormément de gens qui vont vouloir lire l'état du jeu. Donc c'est pour ça qu'on bénéficie de ce pattern CQRS.
Ouais, c'est pas Donc, si on veut commencer à représenter l'état du jeu, en fait, on peut ouvrir la boîte noire, on peut aller voir ce qu'il y a dedans et essayer de sortir l'état du jeu. Mais puisqu'on a fait l'effort de modéliser tous les événements qui sortent, on va reconstruire l'état du jeu à l'extérieur, d'accord? Et on va pouvoir créer une interface graphique, par exemple, sur ce jeu-là. Donc, t'y es ou pas? Ouais. Du coup, ça, on a déjà un petit peu fait. Il faut que tu montres GameState. Donc, GameState, c'est quoi? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, c'est pas la boîte noire, c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui implémente Event Listener. D'accord? Donc ça, c'est à l'écoute tout simplement des événements, et c'est capable de reconstruire l'état du jeu en fonction des événements qui se prend en entrée. Donc ça, c'est propre, c'est nous, c'est testé, on sait exactement quels événements sortent du système, et on peut recomposer l'état comme ça. Par contre, tu vois, vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'implémenté. Donc on va essayer de passer les tests. Les tests doivent échouer parce qu'en fait, il faut qu'on implémente 2-3 trucs ensemble. Ctrl-Shift F10. Ouais. Alors, quel est le feedback qu'on a des tests? Ils étaient masqués. Ça passe pas, il n'y a rien qui passe là. Donc, nous, on sait un petit peu ce qu'on va réparer en premier. On va réparer Should Add Player. Voilà, donc en fait, pourquoi? C'est parce que vous avez vu tout à l'heure, on fait rien, lorsqu'on reçoit l'événement player was added, nous dans notre implémentation de GameState, on décide de rien faire. Or, on aimerait bien que ça enregistre bien les joueurs. Donc Sébastien est en train d'implémenter ce qu'on fait lorsqu'on reçoit un événement de player was added. Donc on a une petite liste de joueurs et on ajoute son nom dans la liste. On relance un peu les tests. Voilà, donc là il y a beaucoup moins de choses qui passent plus. En gros, on vous a montré ce que GameState est intéressé. Il est intéressé par un sous-type, un sous-ensemble d'événements pour réorganiser un état interne du game. Donc là, on s'est laissé 2 tests. Je les ai laissés pour mon petit camarade à réparer. Merci. Mais ça vous montre une fonctionnalité qui est importante pour le GameState, c'est la sérialisation. En gros, le cas d'usage que Eric vous a parlé tout à l'heure, c'est on a beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui veulent accéder à l'état d'un jeu pour savoir comment les joueurs jouent, etc. Et donc ça veut dire plein de requêtes HTTP sur notre service. Le GameState, ce qui nous permet en fait, c'est de décrire le fichier qui va être ensuite servi aux millions de clients JS une seule fois, seulement lorsque l'état est modifié. D'accord ? Le seul job de GameState, c'est ça. Et ensuite, quand on requête, on va lire un fichier, donc notamment après il va être passé en cache, etc. Donc c'est vraiment une problématique de performance. Voilà, donc ça c'est la feature. Le GameState doit se sauvegarder sur disque. Donc Eric, je te propose de réparer le test. Donc notamment, il va falloir un object mapper, donc ça c'est du Jackson, pour sérialiser ce petit objet sur disque dans un fichier. La méthode write n'existe pas? Non, pas encore. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant dans le test, c'est qu'on peut récupérer l'implémentation directement en copiant-collant. Donc Eric, il va se prendre un mapper. Le mapper, voilà, qui est là pour les tests, on va prendre exactement ça. Voilà, on va le coller dans Game State. Tac. Non. Ok, donc là en fait on retourne sur la classe qu'on est en train de tester. On va être intéressé par un mapper. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Et là il écrit aussi la méthode qu'on va appeler. Et on va voir à quel moment on appelle cette méthode. Ça c'est intéressant de voir quand est-ce qu'on écrit la méthode. Quand est-ce qu'on appelle la méthode, pardon. Tac tac. Donc voilà, le write il a besoin d'un mapper et au final il va écrire l'état dans un fichier dont la classe a aussi besoin. Si tu retournes dans le test, Eric, tu auras besoin d'un fichier, je sais pas si tu l'as déjà ramené, non tu l'as pas encore ramené. Tac tac, le file, ouais. La définition du file en fait. En gros, pour la simplification de l'exercice, on écrit toujours le fichier dans un répertoire qui s'appelle /tmp. Je sais pas si vous connaissez. Ça permet de l'écrire à un seul endroit et que ce soit un pass absolu. Tac tac. Et donc, une fois qu'on a défini cette instance de file dans notre game, c'est bon pour toi ? Ouais.
Ok. Finalement, au moment où on va appeler write, ce qu'on a besoin, c'est de sérialiser notre game dans un fichier JSON sur disque. Il faut que tu ramènes file. Tac. Nickel. Ok. Mapper.writeValue, un truc comme ça. Bon, là, quand on est à écrire, à dicter le code, c'est qu'il faut changer de paire. J'y suis, c'est bon. Mais pas la pression. Ouais, non, pas de pression. De toute façon, il n'y a personne qui regarde. Ok, et donc ça sera une exception. Tu peux try-catcher autour. Non, c'est pas encore ça. Je pense que si. File.toFile. Ah, d'accord. File.toFile. Ouais, le pass, ok, on est passé par Java NIO, c'était peut-être pas forcément le plus simple. J'aime bien les choses qui sont simples en fait à la base. Voilà, try-catch, IO exception, on s'en fiche, on se roule. Cool. Donc est-ce que ça répare les tests par hasard? Eh ben non, toujours pas, parce que finalement on l'appelle pas cette méthode write. On vient de l'écrire là, mais on sait pas quand est-ce qu'il faut l'appeler. Donc à quel moment on l'appelle? Voilà, là c'est intéressant. En fait, on a envie de sérialiser notre état à chaque fois que l'état interne de l'objet change, c'est-à-dire à chaque fois qu'on écrit, qu'on modifie les fils qui sont dans cette classe. Donc typiquement, en fait, quels sont les moments où on va modifier l'état interne du système? C'est à la réception de certains événements. La réception de certains événements, c'est les fameuses petites méthodes on qui sont héritées de la classe, de l'interface events listener. Pour la petite histoire, pendant que Eric est en train de copier-coller cette méthode un peu partout, je vous dis comment c'est implémenté derrière. L'event listener, en fait, il est généré avec un annotation processor. On a annoté tous nos events avec un tag en fait pour donner l'expression régulière. Et du coup, l'annotation processor, lui, il va passer les expressions régulières les unes après les autres et pouvoir générer notre parsing sans qu'on ait besoin de se soucier de cet algorithme. Il y en a encore beaucoup là? C'est bon, c'est fini. C'est fini. Et donc là, en fait, en relançant les tests, on va s'apercevoir que ça fonctionne. Après, pour vous tenir en haleine, il va y avoir une petite démo. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? T'écris pas le fichier, tu l'écris. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Quelqu'un dans la salle a une idée? J'appelle le public. On en est à combien? Non? Il est censé exister, ouais, je sais pas. En fait. Montre-moi l'endroit où tu écris, Eric. Genre la méthode write. Ah, en gros, comme ça le fait. File.toFile, the write value. Ok, et c'est quoi l'expectation? En fait, au pire, le test passe pas, mais on passe à la suite. Ouais, on passe à la suite. Ok, write, ok, j'ai compris, et c'est très très important. Pourquoi? C'est que en fait, si on instancie notre game state et on fait rien, on lui envoie jamais d'event, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va jamais sérialiser son état. Sauf que l'état initial d'un jeu, il est intéressant. Notamment ce qu'on voit dans le constructeur là, il est instancié aucune catégorie, il instancié aucun current player. Donc la conséquence de tout ça, et c'est important, il faut sérialiser son state au démarrage. Cool. C'est bon. Voilà, j'en étais sûr. Faut avancer un petit peu. La petite démo. Pardon, c'est encore moi qui va parler pour la petite démo. Donc là, en fait, je vous remets en situation. Il y a un cluster de serveurs HTTP qui vont aller taper sur ce fichier, c'est distribué en NFS. Enfin, en fait, il y a une architecture de malade pour livrer ce truc-là au maximum. Mais nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est écrire le fichier à chaque fois qu'on en a besoin. Le game state, il est runnable, voilà. Donc en fait, là, on va s'amuser à lui envoyer des événements. Et Eric, tu peux consulter, puisqu'on a instancié game state, la première version du fichier sérialisé dans ton navigateur. Ouais, attends, je sors du full screen. Hein. Ok. Tac. Ah ouais, tu vas splitter l'écran. Donc on a notre navigateur qui nous affiche le game state tel qu'il est écrit là, puisqu'on l'a instancié. Donc après, tu vas lui envoyer un event, player was added. Il n'y a pas de double. Ouais, t'amuses pas ça. En fait, c'est pas ça le nom de l'événement, mais ça va nous permettre de voir que quand il n'arrive pas à parser, ça marche pas bien. Là, en fait, l'événement, hop, il nous envoie un knock-no event. Vous savez, celui qu'on a commencé à écrire tout à l'heure. C'est Seb was added. Oui. Ou Eric, hein. Ou n'importe qui. Donc là, en fait, voilà, on joue le rôle de l'injecteur d'événements.
sous la forme de chaîne de caractères. Il nous a parsé en player was-added. Et en plus de ça, en fait, il a écrit sur le file system. Et notre JSON, il est à jour. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a vu que le game était une implémentation du circuit d'écriture du système. Le game state, c'est une implémentation du circuit de lecture. D'accord ? Les clients en extérieur, ils ont besoin de savoir quel est l'état à l'instant T, et donc ils requêtent le système. Ils disent « Game state, donne-moi ton état ». Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie, CQRS Event Sourcing. Pardon, CQRS, excusez-moi. Juste pour vous dire qu'on a vu que GameState implémentait Event Listener, et c'est vraiment ça qui est la liaison entre CQRS et Event Sourcing. C'est comme ça qu'on fait, qu'on exploite le fait que le système était déjà event sourcé avant qu'on essaye de ségréguer les commandes et les queries. Donc en fait, tout à l'heure, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des événements, puis en fait, on fait toujours qu'avancer. Un truc intéressant, comme on a dit en introduction, dans cette troisième partie, on va essayer de voir comment on peut rejouer le passé. Parce que les événements, ils ont cet avantage de s'être produits, et en fait, on peut pas modifier le passé, donc ils sont immuables. Donc l'intéressant, ça va être de construire un système dans lequel on va pouvoir rejouer les événements à l'intérieur. Donc par exemple, si vous avez un problème réseau, vous avez loupé des événements, c'est quand même cool de pouvoir rattraper ceux que vous avez loupés. Donc pour ça, en fait, on a embauché des designers, des graphistes, et en fait, on a créé une interface graphique pour montrer le game state. Le game. Donc Sébastien, alors la techno, c'est du processing, il s'est fait plaisir. Voilà, ça va lancer une petite interface graphique, ça rend bien en plein écran. Donc merci au designer UX pour ça. Et donc là, qu'est-ce que peut faire cette interface ? En fait, elle peut charger un fichier. Voilà, on charge un fichier. Donc ce fichier contient l'intégralité de tous les événements de référence de notre système. D'accord ? Donc là, ça se voit pas, mais le fichier est chargé. Et après, en fait, Sébastien, en appuyant sur la touche droite, il peut avancer dans les événements. Donc ici, on a juste construit une IHM qui représente, là on avait un fichier JSON, là c'est une IHM qui représente l'état de l'avancement. Donc ça y est, on sort du code, le code s'est transformé et maintenant on voit visuellement ce que c'était ce trivial poursuite. Alors il est buggé, et ça c'est... attention, je vous spoil sur Trivia, le gars qui est dans la prison, il reste dans la prison. Mais vous pouvez oublier ça si un jour vous faites le kata. Ok, donc le jeu s'arrête parce que quelqu'un a gagné suffisamment de pièces pour dire il a 6 pièces et il a gagné. Donc en fait, on a dit, ça va être cool de rejouer le passé. Donc là, typiquement, ce que je veux que cette interface fasse, c'est quand là on a cliqué sur droite pour avancer, quand je clique sur gauche, j'ai envie de revenir en arrière. Je veux voir l'interface se mettre à jour. Donc là, on a représenté, tu veux faire CTRL roulette pour le en plein écran. Non, c'est bon. Donc on a la touche haut qui charge un fichier, la touche droite qui permet d'avancer. Donc là, pour l'instant, on est seulement sur la file des événements internes. Et puis après, on a un thread qui est là et qui met à jour l'interface, d'accord ? Et donc l'interface elle-même est un event listener, d'accord ? Donc nous, ce qu'on va vouloir implémenter en termes d'event sourcing, c'est le composant de snapshot. Donc en fait, quand il va prendre la commande flèche gauche, en fait, on va s'adresser au snapshot et il va restaurer le snapshot. Donc pour ça, il faut qu'on définisse une politique. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc faire un snapshot, ça veut dire, on comprend bien, ça veut dire enregistrer l'état à un instant T. Et puis la politique, c'est que, par exemple, on va implémenter, on va capturer les événements tous les 10 événements en fait. On va sauvegarder l'état tous les 10 événements. Donc snapshot, c'est toujours un event listener, donc pour ça on n'est pas surpris, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans tout ce qu'on vous a montré. Et donc il va falloir décider ce qu'on fait. Alors c'est pas encore un event listener. Ah si, c'est bon. La classe snapshot l'est. Et donc voilà, elle va récupérer les événements, puis elle va pouvoir s'amuser à enregistrer le game state. On réutilise le game state. Et lui, il va avoir un buffer de 10 événements, et puis au bout du 10e, paf, il va le sauvegarder. Donc toujours pareil, on a des tests. On a gardé une petite partie avec vous à implémenter. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Là, il faut revenir. Alors, on n'a pas implémenté la stratégie de sauvegarde tous les 10 événements. C'est ça qu'on va implémenter avec vous. Déjà initial. En fait, là, le premier test qui fail, c'est celui qui dit qu'on devrait restaurer à l'état initial. C'est un peu la même que quand on a oublié d'écrire tout à l'heure l'écriture du fichier à la construction. Donc du coup, pour faire passer ce test-là, Sébastien, dans le constructeur de snapshot,
il va décider de déclencher son snapshot. Il nous reste 5 minutes, on va se terminer. Voilà, il n'y a plus qu'un seul test qui passe, et ça c'est la stratégie des événements. Donc donc à chaque fois qu'on reçoit un événement, on transmet l'événement au state, et puis ensuite on dit en fait on dit execute new event. Donc new event c'est exécuté à chaque fois. La preuve c'est que tout à l'heure on avait vu les index avec le numéro défilé. Donc c'est bien à cet endroit-là que c'est intéressant d'implémenter la stratégie de snapshotting. Donc c'est la chance qu'on a, c'est que voilà, c'est bien centralisé. C'est même lui qui est responsable de polluer la sortie standard. Et si on construit des événements sur... Non, je déconne. Voilà, donc les tests passent. Du coup, normalement, notre stratégie, elle est implémentée. On va vérifier dans l'interface graphique, ce sera la démo finale, que finalement, on est capable de faire une restauration tous les 10 événements. Attention, ça envoie du bois. Donc on charge le fichier, le petit camembert, il bouge. Voilà, événement par événement. Ouais, c'est bon. Et donc là, effectivement, on a bien la trace de snapshot tous les 10. Hop, à 30. Et attention, voilà. Donc là, on voit bien le taquet, il descend. Donc là, vous faites comme vous voulez, vous applaudissez, vous nous envoyez des fleurs. En conclusion, en fait, l'event sourcing, c'est vraiment génial. Mangez-en. Plus on va dire pragmatiquement, c'est hyper intéressant quand vous avez un métier qui est impliqué, qui est fortement impliqué, et surtout si vous l'orientez vers l'event sourcing. En gros, il y a des ateliers qu'on appelle l'event storming, où on donne des post-it aux gens, on fait une grande timeline, et en fait c'est carrément les utilisateurs, les business analysts, ils vous mettent les événements du système, ils vous mettent aussi les queries qu'on peut faire, etc. Enfin, on leur demande vraiment de mapper en fait leur métier en termes d'event sourcing, et après on n'a plus qu'à coder en fait. C'est super simple. Je vous demande de faire la même chose avec un diagramme UML ou avec un schéma de base, c'est pas pareil. Donc là, l'avantage de l'event storming, c'est que c'est des pratiques qui permettent de modéliser bien le métier avec les gens, et après nous c'est directement notre base pour implémenter les systèmes qui communiquent entre eux. Le truc de l'event sourcing, c'est que en gros, quand vous avez besoin de faire un système auditable, les événements en fait c'est votre audit, donc c'est gratuit. Donc c'est un moyen de pousser l'event sourcing comme ça. Et dans un monde distribué où tout peut tout le temps casser, avoir deux bases comme ça nativement, juste parce qu'on a fait de l'event sourcing et du CQRS, ça nous permet d'être beaucoup plus résilient. Le jour où il faut récupérer des événements, on peut les récupérer. Donc ça donne une propriété très intéressante au système. Pour CQRS, l'intérêt principal c'est la perf. Quand assez souvent en fait on n'écrit pas beaucoup mais on lit beaucoup, préparez vos queries en fait pour que ce soit trivial. Et si éventuellement votre schéma pour aller écrire la data il est compliqué, des normalisations, etc., c'est pas très grave parce que vous en faites pas souvent. Voilà, c'est le genre de choses que CQRS apporte. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions ? Je donne... Vas-y. Merci pour la présentation. Le stockage JSON, c'est pas le must. Vous conseillez quoi pour faire du stockage d'événements ? On conseille rien du tout. En fait, c'est un peu la réponse de Normand. Je sais pas si je suis ici bien placé pour donner cette réponse, mais en gros, effectivement, on peut penser à des formats binaires pour optimiser ça. Après, quand tu sérialises en binaire, du coup, c'est contre un schéma. Ce schéma, s'il évolue, etc., il faut prévoir l'historisation de tes schémas. Enfin, il y a plein de problématiques. Nous, ce qu'on vous propose dans ce live coding, c'est plus les concepts et effectivement avec on va dire des simplifications assez extrêmes. J'ai pas de schéma particulier à te pousser. L'utilisation de framework. Ouais, voilà. Après, t'as des frameworks qui font ça, en fait. Get-Event-Store, t'as un framework très connu. Après, t'as aussi, il y en a un autre que j'ai regardé hier, Axon Framework, qui pousse CQRS et d'autres principes dedans. Donc voilà, utilise le système de persistance qui te semble approprié pour ton système. Ok. Du coup, s'il n'y a plus de questions, je peux juste parler 5 secondes de mon expérience sur mon projet actuel. Ah non, il y a une question. Super. Je s'invite de te raconter ma vie. Bonjour, merci.
Moi j'ai une petite question là, on part sur du code legacy qu'on veut transformer en CQRS, event sourcé, etc. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour partir sur un projet from scratch pour voilà, faire du bon legacy. boulot Non, from scratch. Là on est sur du code legacy qu'on veut transformer. Et sur un projet justement from scratch, quelles sont les bonnes pratiques t'as l'avantage de pouvoir designer vraiment tes événements. Donc commence par le design des événements. Et puis après, l'étape d'après, c'est le DDD, où tu vas vraiment créer des composants qui sont différents par les systèmes avec les agrégats, etc. Donc tu vas modéliser ton métier. Enfin, les échanges entre les métiers, entre les composants de métier seront bien définis grâce à ces pratiques event storming, etc. Et tu vas réussir à bien décomposer ton métier dans les composants qui vont bien. Donc moi je te donnerai la piste du DDD pour implémenter les patterns d'architecture qu'on vient de voir ensemble. D'accord. Et pour la communication justement, de tout ce qui est message sur un projet from scratch, vous partiriez sur un bus d'événements ou un truc comme ça, non? Moi je sais pas du tout. Je ferai une étude et après tu peux parler du coup de ce que tu fais. La stack en 30 secondes, une file Kafka. Du Spark Streaming pour pour processer la data, plusieurs bases Cassandra, et pour les circuits, donc là c'était le circuit d'écriture, circuit de lecture c'est la base Cassandra et du Play pour alimenter. Voilà, mais c'est une stack, il y en a des dizaines, et du coup il y a une remarque de Cannes qui a bossé sur le projet. Juste par rapport à attention à la volumétrie, pas over-designer en mettant des solutions comme Kafka et tout ça si potentiellement il n'y a pas suffisamment d'événements. De la même manière, une NoSQL, etc. Dès qu'on passe en distribué, c'est une complexité qui pique un peu. Donc c'est vraiment en fonction de la volumétrie du throughput